C'est ce qu'on appelle le mémorandum. Dit qu'on nous a pris ça, il l'a rencontré. Il a dit, j'ai obtenu, j'ai pesé de tout mon poids, de toute mon autorité pour qu'il renonce à ta démission. Mais ce papier-là, discute avec eux pour le mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a eu l'assurance que maintenant sa démission est abandonnée, il a pris le papier, il l'a mis à côté. Quand il nous a reçus, il nous dit, bon, allez-y voir ma majorité, discuter avec eux. Nous savons que cette majorité n'a jamais compté pour lui. À la fin. Pendant ces 7 ans, il n'a jamais pris un premier ministre qui vient de la majorité. Il n'a jamais formé un gouvernement qui vient de la majorité. Il n'a jamais eu de considération pour la majorité. Et le dernier exemple, c'est le président de l'Assemblée. La majorité a choisi, il a donné son accord. À la dernière minute, c'est l'oligarchie qui a décidé de choisir quelqu'un. Et on se retrouve avec une assemblée, vous savez, un président de l'Assemblée qui est contesté dans son élection, qui est contesté au niveau de son parti. Et son premier adjoint, c'est un analphabète, membre de l'oligarchie et de la plutocratie, qui décide de la République Parlez du tout le temps Mali. de l'oligarchie, de la plutocratie. Mais parce qu'il faut que vous compreniez. Je Parce comprends qu'une oligarchie, oui, c'est un groupe de personnes et une famille qui prennent le pays en otage. Auquel vous n'avez pas, eu la chance de participer. Ils sont en dehors des lois et des règlements. Je suis d'accord. La plutocratie, là, c'est ceux qui se sont enrichis, qui utilisent cette richesse-là pour gouverner le pays en dehors des lois et de la République. C'est pourquoi on parle d'oligarchie plutocratique. C'est cette oligarchie qui décide de tout, qui décide de détourner les fonds de l'armée, qui décide de ne pas équiper les militaires, qui décide de mettre les institutions sous le boisseau, qui fait ce qu'elle veut. À la fin, on ne peut pas accepter. Donc, à la fin, vous êtes en train de me dire, revenant sur Mohamed Dicko, qu'il n'a presque pas d'influence sur le M5. Je n'ai pas dit, mais quand il nous dit d'abandonner notre revendication principale, parce que les milliers de personnes que vous voyez mobiliser là, ce n'est pas pour autre chose, c'est le mot démission de Ibeka. Il nous a dit... Ils sortent parce que Mohamed Dicko les a appelés. Non, ce n'est pas ça seulement, Okay. vous vous trompez. D'accord. Mohamed Dicko, il les appelle autour d'un mot d'ordre. D'accord. En 2019, c'est autour de l'homosexualité. Les Maliens sont sortis massivement. D'accord. La deuxième sortie, c'est contre la guerre civile au centre. Aujourd'hui, c'est contre l'incompétence avérée du monsieur, son incapacité de leadership. Maintenant, c'est lui qui a demandé, pour vous dire qu'il a de l'autorité, c'est lui qui nous a demandé de renoncer à la démission. Mais qu'en contrepartie, les leviers du pouvoir qu'il faut prendre pour redresser le pays, il va demander au président de négocier avec nous. Le président a refusé. Peut-être que c'était là-bas. Parce que le président a le soutien des chefs d'État de la sous-région, c'est tout. C'est la bonne formule. On va revenir justement au chef d'État. Peut-être c'est la bonne formule. La médiation de la CEDEAO, pour terminer, M. Choguel, la médiation de la CEDEAO, on n'a pas envie de dire que ça a échoué. On peut dire par exemple que ça continue, ça n'a pas fini, ça n'a pas été terminé. Comment est-ce que jusqu'à présent la CEDEAO, qui, vous l'avez rappelé, était aux côtés du Mali en 2012, n'arrive toujours pas à trouver solution? Vous savez, je pense que la CEDEAO a commis deux erreurs fondamentales. Okay. La première, je crois qu'elle s'est trompée de diagnostic. Elle a réduit toute la crise malienne à une question d'élection législative de la Cour constitutionnelle et un gouvernement d'union nationale. Okay. C'est-à-dire qu'on règle les contentieux électoraux pour 30 députés, on démet la Cour constitutionnelle et puis on fait un gouvernement d'union où ceux qui font du bruit là, quelques ministres vont y rentrer. Okay. Mais c'est une erreur. Donc ça, c'était la première erreur de la CEDEAO. Ça, c'est la première erreur, le diagnostic est mauvais. D'accord. La deuxième erreur, c'est de croire qu'on peut importer des solutions de l'extérieur et les imposer aux Maliens. Je leur ai dit de faire attention. C'est quoi cette solution? Ils se trompent de pays, ils se trompent d'interlocuteurs. Votre président est un historien. Le président Alpha Condé. Peut-être qu'on va avoir il connaît bien le caractère des Maliens. Oui. Mais venir, par exemple, dans les discussions, nous faire comprendre que si on n'accepte pas, l'OIA, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies vont emboîter le pas à la CEDEAO et que si les Maliens vous ont menacé. Et que si les Maliens n'acceptent pas, c'est des sanctions qui attendent. Donc ils vous ont menacé. Deuxièmement, faire croire. Est-ce qu'ils vous ont menacé? Faire croire que le M5 RFP est le seul qui a rejeté leur solution, c'était une contre-vérité. Parce que vous êtes là. Tous les magistrats, les syndicats des magistrats ont dit que les solutions qu'ils proposent sont anticonstitutionnelles. Ils ont même refusé de rencontrer le président. Vous avez les organisations fêtières des femmes qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Mais dans leur communiqué, ils ont dit que tout le monde est d'accord sauf le M5 RFP. Donc le mauvais diagnostic et la mauvaise prescription. Et la menace.
Bon, ça c'est dans les discussions, on ne prend pas ça, je l'ai dit de passage, mais le plus important... Oui, mais ils sont venus, comme l'a dit madame, ils sont venus avec le bâton et la carotte. Bon, de toutes les façons, vous avez entendu le dernier discours de Diko. Il dit que nous sommes un peuple debout, qu'il préfère mourir en martyr que de vivre en traître. D'accord. Quand il dit ça, il a dit ce que les Maliens profonds. Vous n'avez pas vu comment les gens l'ont auréolé? Moi, je pense qu'il faut qu'au niveau de la CEDEAO, il fasse beaucoup attention. Il ne faut pas qu'ils se trompent de peuple, qu'ils se trompent d'interlocuteurs, parce qu'ils se sont trompés d'analyse et de diagnostic. Maintenant, pour le reste, on respecte les chefs d'État, parce que nous ne nous attendons pas, quand même, on est des hommes raisonnables. À la fin, nous ne nous attendons pas que des chefs d'État viennent dans un pays dire à nous de démissionner. Oui, ça, quand même, on ne s'attendait pas à ça. Nous-mêmes, on est raisonnables. C'est pourquoi on les a accueillis avec tout le respect dû à leur rang. D'abord les ministres, la délégation de Goodluck et celle d'avant-hier. Et j'ai pris un exemple que vous avez vu, je l'ai dit directement, j'ai dit au président, chacun d'entre vous. J'ai dit au président Bouhari, quand vous êtes venu au pouvoir, vous avez trouvé que Boko Haram occupait une bonne partie du territoire nigérien. Aujourd'hui, vous les avez boutés hors d'une bonne partie du Nigeria, au point qu'ils sont allés se réfugier et faire la guerre ailleurs. J'ai dit au président nigérien, il a Boko Haram, il est aux frontières de la Libye, il a l'IGS, il a AQMI, mais ils n'ont occupé aucune partie de leur territoire. Ils peuvent faire des coups. J'ai dit au président du Sénégal, on peut lui reprocher en tant qu'opposant du Sénégal ce qu'on veut, mais on voit les réalisations qui se passent chez eux. Le président Alassane Ouattara, il a pris un pays sorti de guerre, le nombre d'universités, d'infrastructures qu'il a construit, c'est plus que ce qui a été fait pendant les 30-40 ans avant lui. J'ai dit, mais le président Ibrahima Kaketa, quand il venait, il y avait une insécurité résiduelle à Kidal. Aujourd'hui, on a la 80% du territoire qui échappe. Il n'y a aucune infrastructure importante, une seule, qu'on peut montrer en République du Mali qu'il a réalisée. J'ai dit, mais comparez vous-même. Il sort les forces antiterroristes. C'est ce que Diko a expliqué. Que l'argent du peuple malien, qui a servi à former des unités spéciales pour lutter contre le terrorisme, ce sont ces unités qui sont venues tirer dans sa mosquée sur des gens qui prient, les tuer dans la mosquée, les tuer dans les rues. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a les forces de l'ordre. Mais quand un président fait ça, avec sa gestion, il est complètement délégitimé. Ça vient s'ajouter à son manque total de leadership. Et puis la corruption et l'impunité, plus cette oligarchie-là qui a étranglé notre peuple. Le Mali cherche à se libérer. Depuis les événements du 10 juillet, les 23 personnes, les 23 Maliens qui ont été tués, est-ce qu'aujourd'hui, la démission d'Ibeka est non négociable, M. Choguel? Je vais vous dire, la démission d'Ibeka, c'est le principal mot d'ordre du M5 RFP. Mais est-ce que c'est non négociable? Parce qu'en réalité, je vais vous dire... Est-ce que c'est non négociable? Tant que la démission, là, c'est l'arme nucléaire que nous avons en main. C'est négociable ou pas? Si vous renoncez à la démission, par 2 fois, dès que vous renoncez à la démission, Ibeka vous ramène à la carte de départ. Donc nous ne renoncerons pas à la démission jusqu'à ce qu'on ait un accord politique accepté par toutes les parties. Ça veut dire quoi? Tant qu'il n'y a pas un accord politique accepté par toutes les parties, nous n'allons pas renoncer à la démission. Donc c'est négociable. Mais dès lors que Diko nous a fait renoncer à ça, une première fois. Mais aujourd'hui, des Maliens sont morts. Les Maliens sont morts. C'est pourquoi nous avons dit qu'après la mort de ces Maliens, il a commis l'irréparable. Il est complètement disqualifié. Mais on est en politique. Vous savez, si aujourd'hui on trouve une forme de transition, Ibeka peut encore rester au pouvoir. Nous avons prévu 2 schémas. Le schéma, la transition avec Ibeka en tête, à la tête de l'État. C'est ce que Diko avait négocié avec nous pratiquement, en renonçant à sa démission, mais en mettant le mémorandum. D'accord. Il y a la transition sans lui, qui démissionne. Voilà les 2 hypothèses que nous avons. Nous sommes des hommes politiques. Je comprends. Quand vous êtes un homme politique, il faut apprendre à être souple, apprendre réaliste. Oui. La politique, je vais vous dire, la politique, c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. À la fin, le peuple malien aujourd'hui a besoin, c'est nécessaire pour lui de se libérer du joug de cette oligarchie. Après 30 ans, M. Choguel, vous êtes de ces politiques, effectivement, de l'après 90, je veux dire. Après 30 ans, est-ce que de façon générale, on ne peut pas se poser la question à savoir comment en sommes-nous là jusqu'à présent à propos du Mali? Je parlais des hommes politiques maliens.
Je vais vous expliquer. Est-ce que l'échec d'Ibeka n'est pas l'échec de la classe politique malienne depuis 30 ans, de 1990? Je vais vous expliquer une chose. Allez-y. Vous savez, les constitutions des pays africains, surtout francophones, oui. Ils sont allés calquer ça sur la constitution française. D'accord. La constitution française est le résultat de plus de 200 ans de maturation de l'organisation de leur société. Chez nous, ils sont allés calquer quelque chose qu'ils ont amené chez nous. Vous savez qu'en Afrique, c'est le chef qui décide. C'est le chef qui imprime la marque. Il y a même un proverbe bamana qui dit que quand vous avez un troupeau comment dirais-je, de pigeons ou bien de pintades, ils suivent tous celui qui est devant. Oui. Donc c'est le président, clé de voûte des institutions, gardien de la Constitution et des lois, qui imprime la bonne marche à l'État. Je suis d'accord. Tout dépend de lui. Il y a des pays africains où un chef d'État est venu, à cause de sa personne et sa façon de faire, il a redressé le pays. Chez nous, l'erreur fondamentale, je vais vous dire, que les différents chefs d'État ont commis, ça c'est mon avis personnel, ce n'est pas celle du M5. C'est qu'après 91, l'outil de défense que le Mali avait, ils l'ont détruit. Ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas entretenu, ils l'ont détruit. C'était quoi cet outil? Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, c'est connu. Les avions de combat aujourd'hui, les chasseurs bombardiers, les chasseurs d'attaque, le Mali n'en a pas un. Dans la sous-région, les pays n'en ont pas. Le Mali avait près d'une quarantaine avant 91. Les chars d'assaut, les blindés, c'était des milliers. Les orques de Staline, c'était des milliers. Après, c'était un pouvoir militaire. Mais ce n'est pas ça. La sécurité d'un pays, tout pouvoir politique, je vais vous dire, le premier besoin de l'homme, c'est la sécurité. Même quand un enfant vient au monde, la première des choses qu'il fait, il crie. Oui. Pour être sûr que le monde où il vient n'est pas hostile. S'il ne crie pas, c'est qu'il est mort. Le premier besoin, c'est la sécurité. Tout gouvernement, militaire, démocratique, royal, s'il ne peut pas assurer la sécurité de ces populations, ce ne peut pas être un gouvernement légitime. D'accord. Donc ça, c'était la première erreur, l'outil de défense. L'outil de défense. D'accord. Deuxième erreur, ils ont utilisé les mondes scolaires comme masse de manœuvre dans le processus insurrectionnel. Et donc, quand ils ont pris le pouvoir, ces étudiants sont devenus leurs égaux. Ce qui fait que l'instabilité à l'école, les syndicats d'étudiants sont devenus plus forts que l'État, plus forts que les professeurs. Okay. Et la corruption a été utilisée comme moyen de convaincre les hommes politiques, de convaincre les syndicats, ce qui fait que la corruption est devenue le principal outil dans les débats politiques. On a commencé à tout acheter. La corruption a gangréné et les présidents ne faisaient que de la communication au niveau international. Donc, la destruction de l'outil de défense, la corruption généralisée et le fait qu'ils travaillent en dehors de la Constitution. Mais ça, c'est la responsabilité de tous les hommes politiques. Non, vous savez, c'est très facile de le dire. J'ai donné un exemple à quelqu'un. Ils ont dit, mais vous étiez dans le gouvernement d'Ibeka. J'ai dit, moi, j'ai été dans 2 gouvernements. Vous savez, au Mali, je ne sais pas, quand vous venez dans le gouvernement, vous avez 2 décrets. Il y a le premier décret qui vous nomme. Le deuxième décret vous dit pourquoi vous êtes venu, de quoi vous vous occupez. Vous ne vous occupez pas d'autre chose. Le seul qui est au courant de tout, qui est responsable de tout, c'est le Premier ministre et le Président. En Conseil des ministres, même si tous les ministres veulent de quelque chose, si le Président seul ne veut pas ce que le Président veut, c'est ce qui se passe. Parce qu'en fait, les ministres, c'est des employés du Président. Je comprends. C'est le Président qui a été élu. Donc, on ne peut pas trouver d'autres responsables que lui. Donc, il n'y a pas même de quand vous voulez bien travailler, moi j'ai vu des exemples, je vous donne des exemples. Moi j'ai été nommé par Ibeka ministre. J'ai pris ses engagements vis-à-vis du peuple malien. En termes de technologie, de l'information et de la communication. Les principaux engagements, quand j'ai voulu les mettre en œuvre, j'ai fait étudier, j'ai monté le dossier, on a trouvé le financement, on est passé à la phase de mise en œuvre, ils ont dit d'arrêter. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Démissionner. Vous ne l'avez pas fait. Non, vous n'êtes pas. Je vais vous expliquer. La démission, je vais vous dire ma conception de la démission des ministres. Quand vous voulez faire un travail, le président vous dit de ne pas le faire. Vous ne pouvez pas démissionner à cause de ça. Si c'est ça, vous ne le ferez même pas dans votre famille. Vous ne serez pas d'accord tout le temps avec tout le monde. Mais lorsque vous arrivez à un point où pour des questions de conviction et philosophique, vous n'êtes pas d'accord, en ce moment, vous pouvez démissionner. Au moment où je quittais le gouvernement, tous les ministres le savaient. Tous les Maliens le savaient que j'étais en désaccord avec lui par rapport à la gestion du Nord. J'ai considéré qu'il était en train de prendre des actes qui trahissaient le peuple malien. Parce qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous dire rapidement.
Les mouvements armés ont pris les armes pour prendre le pouvoir politique. Ils ne l'ont eu ni par la guerre, ni dans les négociations. Imaginez-vous qu'en 2016, 2 ministres et le Premier ministre, j'ai cru que Ibeka n'était pas là-dedans, je l'ai su après, prennent une décision non discutée au niveau du gouvernement pour dire que dans les régions du Nord, tous les organes élus vont les dissoudre. Au motif que c'est dans l'accord d'Alger, alors que c'est faux et archi faux. Ils les dissouent, ils les remplacent par quoi? C'est les mouvements armés qui vont désigner des personnes de connivence avec quelques ministres pour diriger les régions du Nord. Je leur ai dit que c'est un acte de trahison et de haute trahison. Je ne peux plus rester dans ce gouvernement-là. J'étais porte-parole du gouvernement. J'ai dit au Premier que je n'irai pas faire le porte-parole. Mais moi, je ne vais pas gêner le président. Je ne suis pas dans le spectaculaire. Son mandat, on va l'aider à réussir. Qu'il me sorte du gouvernement. Je suis sorti, j'ai fait 2 ans. Oui. Je n'ai pas placé un mot. Jusqu'à l'élection présidentielle. J'ai gardé ma dignité, je l'ai laissé faire parce que je me dis peut-être qu'il a raison. Voilà comment moi je fonctionne. Oui, je vous comprends très bien. Donc finalement, si on peut résumer, l'échec, c'est individuel, président par président, ça ne peut pas être attribué à la génération de 90. Parce que c'est quand le président laisse faire. Okay. Le président voit que les gens détournent en masse. Je viens de vous expliquer. J'ai très bien compris. Lorsque sur 1230 milliards, quand Ibeka venait, l'argent prévu pour relancer l'armée, c'était 400 milliards. Il a multiplié par 3. Tous les députés ont voté à l'unanimité. Aujourd'hui, on se rend compte, le ministre de la Défense l'a dit, il va sur le front, les soldats n'ont pas à manger, n'ont pas à boire. Oh. Il manque de tout. L'argent est détourné à au moins à 75%, c'est détourné. Les surfacturations des camions militaires de transport qui coûtent 40 millions sont facturés à 400 millions. Voilà. On ne peut pas accepter ça. Non. On sort l'argent pour acheter des hélicoptères neufs. 4 hélicoptères neufs. Je vous ai donné toute la parole dans la carte blanche pour terminer l'émission. On ne peut pas accepter. Je vous l'ai donné tout à l'heure. Mais vous avez cité le président guinéen, ça m'intéresse parce que nous sommes guinéens. Vous avez cité le président guinéen, vous avez dit il sait. Il sait. Le président Alpha Condé, vous avez dit il est historien, il sait. Oui. Quel est son rôle? Est-ce qu'il a un rôle dans ça? Parce récemment, il a réaffirmé son soutien à son ami Ibeka, hein, le président Ibeka. C'est politique, ça se comprend. Ça se comprend. Quand il est en difficulté, Ibeka aussi a été difficile. Effectivement, oui. Dans les médias. Oui, ce n'est pas ce qu'on comprend. Ça, honnêtement, c'est des grands frères que je respecte. Oui. Et je n'ai aucun avis à donner. Soutien, c'est politique, on peut le comprendre. Oui. Mais est-ce qu'Alpha Condé a un rôle dans la crise malienne? Non, je vous ai dit qu'il est historien et un homme politique expérimenté. Donc, il connaît bien le caractère des Maliens. Il sait bien que les Maliens sont réfractaires à la suggestion. C'est lui qui a fait envoyer la CEDEAO, par exemple? C'est lui qui l'a suggéré? Bon, ça, les gens disent, mais la CEDEAO... Qu'est-ce que vous en pensez? Mais même s'il est intérieur, même s'il a l'initiative, je trouve que c'est une bonne chose. Quand le Mali a des problèmes, c'est normal que le président guinéen intervienne. Mais c'est curieux aussi qu'il ne fasse pas partie de la délégation des 5 présidents, non? Certainement, c'est à cause de sa position déjà affichée avec Ibeka. D'accord. Vous ne l'aurez pas accepté, vous? Non, moi, je l'aurais accepté. Non, je veux dire M5. Non, on l'aurait accepté. N'importe quelle délégation de la CEDEAO serait venue, on l'aurait accepté. L'important pour nous, c'est nos arguments. Okay. Peut-être que lui-même, il allait être plus réceptif à nos arguments, parce qu'on sait que c'est un homme très politique. Donc nous, ce n'était pas un problème, n'importe quelle délégation que la CEDEAO... Mais lui-même, il fait face à des contestations. Bon, ça, c'est notre débat intérieur. Oui, c'est un autre débat, on ne le mélange pas. On établit un rapport entre les deux. Monsieur Choguel, pourquoi vous ne le parlez pas? Je ne veux pas les mélanger. Chacun règle ses problèmes chez lui. Oui, mais en même temps, ici, on cite le nom du président guinéen dans le problème malien. Vous dites que c'est lui, il estime qu'il a son ami qui est en difficulté. Il veut l'aider. Mais c'est son droit. D'accord. Moi-même, il m'a téléphoné. Ah, comme à beaucoup. Vous êtes amis? Parce qu'il connaît beaucoup de gens. Effectivement. Quand il a été arrêté dans les années 96, quand il est sorti de prison, il est venu. Le premier meeting qu'il a fait au Mali, moi j'étais là-bas. C'est qu'il connaît presque tous les hommes politiques maliens, donc c'est tout à fait normal qu'il les appelle pour essayer d'apaiser la situation. Moi, je ne vois rien d'anormal dans ça. Mais il est dans son rôle. Mais de toutes les façons, vous n'acceptez pas. Non, on lui a expliqué simplement que ce n'est pas comprends. Une histoire d'acharnement ou d'amis ou pas d'amis. C'est que c'est le Mali qui est en danger. Il n'y a que 20% de notre territoire qui est sous le contrôle de l'État. Si la gouvernance continue, d'ici 2 ans, là, c'est fini. Mais on ne peut pas accepter ça. Choguel Kokala Maïga, il est notre invité droit dans les yeux. Monsieur Choguel, c'est pratiquement la fin de cette émission. On a parlé, on a beaucoup parlé. Mais ce n'est pas encore fini. Vous avez 30 secondes peut-être de regarder la caméra derrière moi. Il y a un sujet qu'on n'a pas suffisamment évoqué ou un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué qui vous tient à cœur ou une adresse. Vous regardez la caméra. Cette fois-ci, je ne vous interromps pas. Moi, je voudrais simplement remercier les Maliens pour leur mobilisation historique. Je crois que le peuple malien
vit une deuxième lutte de libération. Aujourd'hui, je suis convaincu, quelle que soit l'issue de cette crise, le Mali ne pourra plus être géré comme avant. Ceux qui sont au pouvoir ne se permettront plus jamais de penser que les Maliens les ont achetés au marché, faire ce qu'ils veulent, de tuer de façon impunie. Le peuple malien aussi n'acceptera plus jamais que quelqu'un abuse de sa confiance pour s'emparer des leviers du pouvoir et faire ce qu'il veut. Et c'est pourquoi je dis que quelle que soit l'issue de cette crise, elle laissera des traces. Elle fera avancer le processus démocratique dans notre pays. Je dois féliciter la jeunesse, je dois féliciter les Maliens, je dois féliciter les familles traditionnelles, je dois féliciter l'imam Diko et tous les grands imams, le shérif de Nioro, tous les grands chefs religieux qui soutiennent cette cause-là. Ce n'est pas une cause contre IBK, c'est une cause pour le Mali. Et prions que tout se termine bien dans quelques semaines. Merci beaucoup. Choguel Kokala Maïga, il était encore une fois notre invité droit dans les yeux. Monsieur Choguel, malgré tout, malgré toute la réputation, c'est curieux, hein, la question me vient en tête, c'est pourquoi je vous la pose. Malgré toute la réputation des dictateurs qu'il traîne, vous vous êtes toujours réclamé du général Moussa Traoré, si je ne me trompe pas. Vous savez, moi j'ai l'avantage, quand je suis rentré de mes études en 1988, oui, d'avoir une certaine culture politique, une capacité d'analyse des problèmes. D'accord. Et j'ai été élu dans la jeunesse du parti de Moussa Traoré. D'accord. Donc tout ce qui s'est passé au Mali, de 1988 à la chute de Moussa, j'y ai assisté. D'accord. Ce qu'on a dit aux Maliens, oui, après la chute de Moussa, oui, que c'est parce qu'il aurait refusé le multipartisme qu'il est tombé. Oui. C'est faux et archi faux. D'accord. J'ai les documents. C'est lorsque Moussa Traoré a accepté le principe du multipartisme. Il avait des opposants historiques qui étaient dans le rôle, des trotskistes, des communistes, des gens qui ont fait la prison à l'issue des différents coups d'État. Et puis il y avait des problèmes de gestion. Tout ce monde s'est retrouvé, ils ont décidé de le faire tomber. Et la démocratie... Mais vous lui êtes resté fidèle, ou en tout cas ses idéaux. Simplement vous auriez pu vous placer en son principal pourfendeur pour bénéficier de la largesse de l'opinion. Est-ce que vous savez qu'avant sa chute, moi j'ai été interpellé par les services secrets pendant 3 heures d'interrogation. Okay. Et c'était prévu de me passer par un deuxième interrogatoire le jour où le soulèvement a commencé, simplement parce que j'affirmais mes positions à l'intérieur du parti qui ne plaisaient pas à certains qui sont allés me dire, mais moi je suis tranquille avec ma conscience. Le programme de développement économique et social que Moussa Traoré avait, c'est d'abord la sécurité du Mali avant tout. Il a dit que depuis Modibo Keïta, le Mali est un vieux peuple, c'est une vieille nation. Il ne doit jamais courber l'échine devant l'adversité. Outil de défense performant à la hauteur des ambitions et l'histoire du Mali. Deuxièmement, les grands programmes de développement. Aujourd'hui, Moussa Traoré est parti, ça fait bientôt 30 ans. Toutes les grandes infrastructures que vous voyez à Bamako, les salles de conférence, les grands hôtels, à part Sofitel qui vient d'être construit il n'y a pas longtemps. Vous allez voir les grands axes routiers dans le pays, les grands aménagements hydro-agricoles. 30 ans après sa chute, 80% de l'énergie qu'on consomme, c'est les barrages de Selengue et Manantala. Ça a été construit sous lui. Vous regardez les grandes organisations sous-régionales, la CEDEAO, l'OMV, la CEDEAO est née ici. C'est Moussa Traoré qui a invité le président nigérien Yakubu Gowon. C'est après là qu'ils ont étendu aux autres chefs d'État. Tout ce bilan-là, quand vous le prenez, la SINSAD, Kadhafi l'a dit à qui veut l'entendre, c'est avec Moussa qu'ils l'ont initié. Quand vous prenez tout cet héritage, la lutte pour la libération des peuples d'Afrique du Sud, il n'a pas changé d'un iota la politique du président Modibo Keïta. C'est pourquoi quand Mandela est sorti de prison, l'un des pays africains de l'Ouest qui voulait visiter le premier, c'est le Mali. Entre-temps, Moussa est tombé. Donc quand quelqu'un a un bilan comme ça, les problèmes qu'il y a eu entre lui et ses adversaires, certains ont fait la prison, d'autres sont morts. À cause de ça, on a voulu mettre une croix. Et c'est l'erreur dans laquelle on est tombé. On a détruit l'outil de défense qu'il a construit. L'école malienne, avant la chute de Moussa, partout où vous partez dans le monde, vous pouvez demander aux Guinéens qui ont étudié avec lui. Les Maliens avaient les meilleurs niveaux dans le monde. Aujourd'hui, même dans la sous-région, on ne reconnaît pas nos diplômes. Donc c'est tout ça qui a fait que, quand on a voulu tout jeter à l'eau, j'ai dit non, moi je ne suis pas d'accord. Je suis allé assister à tous ces procès. Je me suis convaincu que ce qu'on dit de lui n'est pas vrai. Il est tombé, il a perdu. Quand tu perds en politique, on te charge de tout. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont participé à sa chute, à part quelques-uns, défilent chez lui pour aller demander des conseils. Tous ceux qui ont passé au pouvoir. Et il respecte tout le monde. Oui, moi, ce n'est pas parce que je suis contre les gens. Oui. J'étais contre la manipulation et le mensonge qu'on a servi au Mali. C'est tout. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous voyez dans le M5, je me retrouve avec des principaux acteurs
du renversement de Moussa, parce qu'on a tourné cette page-là. Nous, on est orienté vers l'avenir. D'accord. Le passé, on ne doit pas être prisonnier du passé. J'ai compris. Il faut que les gens comprennent ça. Derrière les caméras. Merci bien. Il y avait Amara Alexila et Alassane Diallo. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Droit dans les yeux, c'est la fin de l'émission encore une fois. Merci, M. Choguel. Merci beaucoup. Au revoir.